La participación de 10 países, entre ellos Francia, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Portugal y México. Así que le invitamos a que se quede con nosotros a través de televisión de la Universidad Veracruzana. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta, la tercera jornada del sexto coloquio de la Asociación Francesa de Educación Comparada e Intercambios, organizado en colaboración con el Laboratorio de Interacción Social de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana. Sean todos ustedes bienvenidos. Esta tarde de sábado tendremos, como en los días anteriores, presentaciones en donde expositores de diferentes nacionalidades y de distintas instituciones nos plantearán sus reflexiones acerca de los temas de la globalización, la migración y la escuela. Para este día nos acompañarán la doctora Dominique Gru, presidenta de la Asociación Francesa de Educación Comparada e Intercambios. Un aplauso, por favor, para la doctora Gru. También se encuentra la doctora Carolina González, quien también nos presentará algún tema relacionado con la escuela en Portugal. Un aplauso para la doctora González. Está con nosotros Tommaso Bertinotti, de Italia, de la Universidad de Padova. Un aplauso, por favor. Y ellos son nuestros ponentes que integran esta primera parte de las mesas del sexto coloquio de la Asociación Francesa de Educación Comparada e Intercambios. Quiero recordarles que todas las sesiones de este coloquio se han transmitido a través de Internet para todo el mundo y también pronto tal vez habrá algunos espacios en donde ustedes podrán ver algunas cápsulas de las conferencias y presentaciones que aquí se llevaron a cabo. Gracias por acompañarnos. Vamos entonces a dar paso a estas conferencias. Vamos a iniciar con la doctora Dominique Gru. Vamos a escuchar su presentación. Merci. Donc je vais vous parler d'une pré-recherche, une pré-enquête que j'ai faite sur plusieurs écoles, deux écoles qui se situent dans la région parisienne et deux écoles qui se trouvent à Berlin. Pues vamos a hablar de dos encuestas preliminares que hizo la doctora Dominique Gru en dos escuelas en la región de París, en Villiers-le-Bel y en Ezenville, y dos escuelas en Berlín, Alemania, en Wilmersdorf y en Spandau. Bien, alors je crois que en préambule, en introduction, je voudrais rappeler ce que j'ai déjà évoqué lors de la présentation, hier, avant-hier, c'est-à-dire, je voudrais parler un petit peu de l'altérité. Para empezar tenemos que hablar un poquito de lo que es la alteridad. Donc, j'avais évoqué Kant et j'avais dit que Kant avait été très sensibilisé au problème de l'altérité. J'avais rappelé ce précepte, ce principe, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Pues habíamos hablado de Kant, que es una figura muy importante en la alteridad, en los fenómenos de alteridad, y habíamos dicho que pues Kant solía decir, no le hagas a los otros lo que no quisieras que te hicieran. Donc je voudrais
rappeler que l'incarnation la plus juste du concept d'altérité, représenté par autrui, est plutôt identifiée par le mot alter. Alors, l'alter, c'est l'autre. Tout homme est un égo. Tout égo, pour exister, a besoin d'un alter, qui est lui-même un égo, et dont le premier est l'alter. Donc, c'est dans cette dialectique, dans ce jeu de regard entre l'ego et l'alter que se situe l'altérité. C'est-à-dire que moi, en tant qu'égo, je dois accepter l'autre en tant qu'alter, et je dois accepter d'être l'alter pour l'autre ego. Pues podemos decir que la encarnación más correcta del concepto de otro se puede identificar más bien por la palabra alter. Alter significa otro. Tenemos que saber que cada hombre es un ego, y cada ego necesita pues un alter para existir. Necesita esta mirada del otro. Pero este alter es también un ego, según quien el primer hombre es un alter. Total, que se trata pues de un alter ego. Y en estas miradas entre alter y ego aparece el fenómeno de alteridad. Et donc, je dois accepter aussi de me voir dans le regard de l'autre, dans le regard que l'autre projette sur moi. Tenemos también que aceptar la mirada del otro y lo que piensa el otro a propósito de mi propia persona. Et je dois accepter l'autre dans sa différence. Tenemos sobre todo que aceptar las diferencias del otro. Donc là, je vais me pencher un peu, m'intéresser un petit peu à la façon dont l'altérité est vécue dans les systèmes éducatifs. Pues vamos a interesarnos en la alteridad en los sistemas educativos. La suivante. Siguiente. Celle-là. Encore une autre. Encore le pied. Siguiente. Encore. Oui. Siguiente. Encore. Voilà, donc la question est la suivante. L'altérité telle qu'elle est définie, telle que je viens de la définir dans ces grandes lignes, mais j'en avais déjà parlé, donc je ne veux pas revenir sur ces grands principes. Donc l'altérité est-elle vécue dans les systèmes éducatifs européens? Pues lo que vamos a preguntarnos es, ¿la alteridad, tal como la definimos aquí, existe o no en los sistemas educativos europeos? Alors, en préambule, je voudrais dire que le travail présenté constitue un début d'enquête, une pré-enquête. Pues hay que saber antes que todo que el trabajo, el estudio que vamos a ver es una encuesta preliminar. Car les 4 écoles observées ne représentent pas un échantillon véritable. Porque con las 4 escuelas estudiadas no podemos sacar conclusiones efectivas. Et la constitution de l'échantillon reste à établir. Y tenemos que preparar otras escuelas y estudiar otras escuelas y mucho más escuelas, sobre todo para una encuesta más importante y con resultados más verdaderos. Et donc les conclusions de ce travail ne sont pas généralisables. Y no podemos generalizar los resultados de esta encuesta. Et les conclusions de ce travail peuvent seulement nous fournir des hypothèses pour une véritable recherche. Solo se trata de unas hipótesis para otra encuesta. Bien, alors... donc alors les écoles qui... Il me semble qu'il y avait un autre... On peut revenir en arrière ? Voilà. Donc les 4 écoles observées, donc comme je vous l'ai dit, 2 écoles en France, 2 écoles en Allemagne. Pues vamos a estudiar 4 escuelas, 2 en Francia y 2 en Alemania. Alors les écoles observées dans la région parisienne, donc ce sont 2 écoles distantes d'une dizaine de kilomètres.
Las escuelas que vamos a observar en la región de París son distintas de unos 10 kilómetros. Elles se trouvent dans le même département qui s'appelle le Val d'Oise. Están en la misma región, en lo que llamamos en Francia departamentos. Este departamento se llama Val d'Oise. Alors l'une se trouve à Villiers-le-Bel. Una de las escuelas está en Villiers-le-Bel. Donc Villiers-le-Bel, c'est une ville de 26 200 habitants. Les habitants sont logés pour la plupart d'entre eux dans des immeubles, dans de grands immeubles appelés HLM, habitation à loyer modéré. Pues en Villiers-le-Bel hay unos 26.200 habitantes y la mayor parte de esos habitantes viven en lo que llamamos en Francia HLM, que puede significar más o menos son pisos con renta reducida. Et l'autre école se trouve à Ezenville, qui est une petite ville de 9000 habitants. La otra escuela está pues en Ezenville, que es una pequeñita ciudad con 9000 habitantes. Alors, excusez-moi, je suis un peu perdue dans mon PowerPoint. Alors, dans la petite ville d'Ezenville, c'est une ville calme où résident des familles d'origine sociale moyenne, souvent aisées. En la ciudad de Ezenville es una ciudad muy tranquila en la que viven personas de un nivel social bastante correcto hasta un nivel social alto. Et d'ailleurs, quand on regarde cette petite ville, on trouve de nombreuses villas, des pavillons, et toutes ces petites villas, ces pavillons se trouvent à côté de l'école. Cuando se visita esta ciudad de Ezenville, podemos ver casas muy correctas, muy hermosas, y todas esas casas están cerca de la escuela. Bien. Alors, l'école Gérard Philippe à Villiers-le-Bel, c'est une école qui recrute essentiellement dans les populations défavorisées et qui concentre tous les problèmes, principalement la violence et l'échec scolaire. La escuela estudiada en Villiers-le-Bel se llama Escuela Gérard Philippe. Es una escuela con muchos problemas porque se recluta a personas entre las personas de nivel social muy bajo, con niños que tienen muchos problemas en su familia, etc. Pues es una escuela con muchos problemas. Elle accueille 750 élèves. En esta escuela hay unos 750 alumnos. Un projet d'établissement spécifique à l'école est axé sur la maîtrise de la langue française, parce que les élèves ont de grosses difficultés avec le français. La meta principal de esta escuela es aprender el francés a los niños porque estos niños tienen muchos problemas para aprender el francés. Et également, le projet d'établissement est axé sur la gestion des comportements violents. Y también el propósito principal de esta escuela es corregir las violencias y contener los problemas de violencia en la escuela. Donc on essaie de remédier aux problèmes que l'on rencontre dans les établissements, dans cet établissement, en particulier le problème de la violence, de l'échec scolaire. Pues los problemas más importantes en esta escuela son la violencia y también la derrota escolar, la deserción escolar. Bien. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cet établissement? C'est parce que je le connais bien, que je suis formatrice et que je forme des stagiaires, des professeurs, des futurs professeurs stagiaires, et que je vais régulièrement visiter ces professeurs dans leurs classes, à Villiers-le-Bel, à Ezenville et dans d'autres établissements. Mais j'ai été très frappée par le contraste qui existait entre ces deux écoles qui se trouvent vraiment à proximité. Pues la doctora Dominique Groux eligió para su encuesta estas dos escuelas porque la doctora suele formar a los profesores de estas escuelas, prepara a los profesores, pero una cosa que
que le chocó mucho fue el contraste enorme entre estas dos escuelas que solo son distintas de unos 10 kilómetros. Alors je me suis posé la question de savoir quel enseignement on dispensait dans ces écoles, si on pouvait comparer l'enseignement que l'on dispensait à Villiers-le-Bel, à Ayzonville, et si l'enseignement dispensé dans ces deux écoles était différent et donc si on pouvait faire une corrélation entre l'enseignement et le public. Pues la pregunta de esta encuesta sobre todo es ¿cuál es la enseñanza que se propone a estos alumnos en estas dos escuelas? ¿Existe o no una diferencia de enseñanzas entre la escuela de Villiers-le-Bel y la de Ayzonville? Y pues tratamos de saber si existe una relación entre la enseñanza que se propone a los alumnos y el público. Et je me suis également posé la question de savoir si on pouvait travailler sur l'altérité dans ces deux écoles, si on travaillait sur l'altérité dans ces deux écoles, et comment. Otra pregunta era de saber si existe o no un trabajo sobre la alteridad en estas escuelas y si existe, cómo trabajan los profesores para la alteridad en estas escuelas. Et je me suis également posé ces mêmes questions pour les deux établissements de Berlin. Estas preguntas también fueron las mismas para las escuelas en Berlín, Alemania. Bien, alors dans les deux cas, à Villiers-le-Bel et Ayzonville, j'ai observé des classes de jeunes enfants, des classes de première primaire. En la encuesta para las escuelas de Villiers-le-Bel y de Ayzonville se estudiaron clases de primer año de primaria. Bien, alors dans la classe que j'ai vue à Ayzonville, seul un élève ne parle pas le français. En la clase de Ayzonville, solo un alumno no habla el francés. Il est d'origine turque, les autres élèves sont tous d'origine française. Este alumno es de origen turco, todos los otros son de origen francés. Dans la classe de Villiers-le-Bel, sur les 22 élèves, 20 sont d'origine étrangère. Et il y a un primo-arrivant, c'est-à-dire quelqu'un qui vient directement de l'étranger. En la escuela de Villiers-le-Bel, entre 22 alumnos, 20 son de, pues en Villiers-le-Bel, entre 22 alumnos, 20 son de origen extranjero. Oui. Primo-arrivant. Sí, un seul. Y hay un alumno que acaba de venir en Francia. Et ça veut dire qu'il y en a un seul d'origine française. Es decir, que solo un alumno es de origen francés. Donc déjà, ce constat nous interpelle un petit peu. Quand on compare les deux écoles, dans l'une, il y a un seul élève d'origine étrangère et dans l'autre, il y a un seul élève d'origine française. Eso es muy extraño porque en realidad entre estas dos escuelas un alumno es de origen, en una de esas escuelas un alumno es de origen francés y en la otra un alumno no es de origen francés. Donc, les pays d'origine dans la classe de Villiers-le-Bel, ce sont la Chine, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, la Guinée, le Congo, la Turquie, le Liban et l'Inde. Les familles sont toutes socialement défavorisées. On peut donc parler de migrants, parce que je pense qu'il y a une corrélation entre ce terme de migrants et le niveau socio-économique. En la escuela de Villiers-le-Bel, los alumnos vienen tanto de China como de Senegal, Marruecos, India, Congo, etc. Y el nivel social de esos alumnos es muy bajo y pues podemos hablar de migrantes porque sí existe una relación entre el nivel social y la migración. Bien, alors ce qu'on peut dire également, c'est que dans la classe de Villiers-le-Bel, un élève maîtrise très mal la langue française, c'est un élève d'origine chinoise, et les autres n'ont pas de difficultés particulières en compréhension, mais ils ont un retard langagier important par rapport à la moyenne des enfants de leur âge. Pues en la escuela de Villiers-le-Bel solo un alumno no habla muy bien el francés, es un alumno que viene de China. Los otros no tienen problemas para entender el francés, pero tienen problemas para hablar el francés. On note en particulier que leur vocabulaire est pauvre et imprécis.
se nota que su vocabulario es pobre y no es preciso. Maintenant, les deux écoles de Berlin. Donc, il s'agit de deux écoles situées également à une dizaine de kilomètres, assez proches. Elles se trouvent toutes les deux dans la ville de Berlin. L'une, la Cäcilienschule, se trouve à Wilmersdorf, quartier bourgeois de l'ouest berlinois, à 2 pas du Kurfürstendamm, la grande artère bourgeoise de Berlin. L'autre, die Grundschule an der Pulvermühle, se trouve à Spandau, dans un quartier ouvrier de l'est de Berlin. Donc une est dans un quartier bourgeois et l'autre dans un quartier ouvrier. Pues las dos escuelas en Berlín, la primera es Wilmersdorf, las dos escuelas están en Berlín y como en Francia son escuelas que solo están distintas de unos 10 kilómetros no más. La primera, Wilmersdorf, está en un barrio bastante burgués, con un nivel social alto, cerca de la avenida más famosa, más burguesa de Berlín. La otra, la escuela de Spandau, está más bien situada en un barrio popular, un barrio de clases obreras, con un nivel social pues más bajo. Alors, la première école, celle qui se trouve à Wilmersdorf, elle est... Quand on arrive, on voit que le bâtiment est remarquable. Il était construit par un architecte célèbre, dans le style Renaissance allemande. Je pourrais le décrire, ça figurera dans ma communication, mais c'est très beau, c'est magnifique. Il y a 2 pignons en grès symétriques avec des ornementations, séparés par une tour ouvragée, etc. Et puis c'est une école expérimentale où on pratique l'école toute la journée, c'est-à-dire une innovation qui vient d'être mise en place en Allemagne pour changer le rythme scolaire. Pues la primera escuela en Wilmersdorf se trata de un edificio muy hermoso que fue construido por una persona muy famosa. Es un maravilloso edificio. Esta escuela se puede definir como una escuela experimental. Hay una gran innovación en Alemania en esta escuela, es que los alumnos van a la escuela todo el día, desde las 8 hasta las 16, ¿no? Las 4 de la tarde. Pues van a la escuela todo el día, lo que es muy, muy nuevo en Alemania. Alors, ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a beaucoup d'activités qui sont proposées dans cette école de Wilmersdorf. Natation, tennis de table, judo, etc., équitation, échecs. Bon. Et ces activités sont des activités obligatoires. Pues en la escuela de Wilmersdorf se propone a los alumnos muchísimas actividades como pueden nadar, pueden practicar del tenis, tienen caballos y todo eso, y hay que notar que son actividades obligatorias. Alors, il y a 344 élèves, 15 classes. L'anglais et le français sont enseignés à partir de la 3e classe. Donc là encore, c'est un signe, dans toutes les écoles allemandes, on n'enseigne pas l'anglais et le français à partir du primaire. Pues en esta escuela vienen unos 344 alumnos, hay 15 clases, 15 grupos escolares y se les enseñan a los alumnos el francés y también el inglés desde el 3er curso. Alors maintenant, en ce qui concerne la population, donc il y a 40% d'étrangers. Hay un 40% de extranjero qui viennent de 35 pays différents. Que vienen de 35 países diferentes. Alors Thaïlande, Corée du Sud, France, États-Unis, Angleterre, Irlande, Russie. Vienen tanto de Rusia como de Francia, como de China y todo eso. Vienen de 35 países diferentes. Il y a 0,2% de Turcs. Hay 0,2% de porcentaje de turco. Alors qu'on sait que la migration turque est une migration très importante en Allemagne. Mientras que sabemos que la migración turca es muy importante en Alemania. Donc je pense on ne peut pas parler de migrants à propos de ces étrangers qui appartiennent tous à des milieux économiques, à des milieux socio-économiques très favorisés.
Para esos alumnos no podemos hablar de migrantes porque pertenecen a niveles sociales muy altos, muy correctos. Alors, en ce qui concerne l'école de Spandau, la seconde école, je vous montrerai tout à l'heure des photos, parce que je trouve que vous allez voir que c'est évident. Quand on voit l'école de Wilmersdorf et quand on peut la comparer à celle de Spandau, seulement au niveau de l'école, au niveau du bâtiment, on comprend des choses. Pues ahorita vamos a hablar de la escuela de Spandau. Después la doctora Dominique Groux va a mostrarnos unas fotografías de las dos escuelas porque incluso en los edificios podemos ver y notar las diferencias entre las dos escuelas. Alors, donc, pour la seconde école, celle de Spandau, alors quand on arrive, qu'est-ce qu'on voit? Bon, c'est un quartier industriel, des fumées d'usines, des immeubles modernes, des routes très fréquentées. Les bâtiments n'ont rien de remarquable du point de vue architectural, mais ils sont accueillants, ce qui n'est pas le cas de l'école de Villiers-le-Bel. Pues cuando estamos en la escuela de Spandau podemos ver que está en un barrio industrial con mucho tráfico, con edificios bastante nuevos. Pues no es muy hermoso, pero parece muy simpático, ¿no? Lo que no es el caso en la escuela de Villiers-le-Bel, en Francia. Donc, les bâtiments sont bien entretenus. Le mot d'ordre de l'école, c'est là où les enfants se sentent bien, on peut mieux les motiver pour apprendre. Pues el lema, ¿no? de la escuela es en el lugar en donde los alumnos se sienten bien, podemos enseñarle más y de una manera más correcta. Et l'équipe d'enseignants, il faut le signaler, c'est une équipe d'enseignants stable depuis la création de l'école, depuis cette année, depuis 7 ans. El equipo de los profesores, de los maestros, es un equipo estable desde la creación de la escuela hace 7 años. Donc c'est une population défavorisée socialement. Es una población de bajo nivel social. Les enfants sont majoritairement d'origine étrangère, 14 enfants sur une classe de 22. La mayor parte de los alumnos vienen del extranjero, 14 alumnos en una clase de 22 alumnos vienen de otros países. Et les Turcs sont représentés en majorité. Y la mayor parte de los extranjeros son turcos. Donc, dans les deux cas, j'ai observé des classes de première primaire. Alors, je me suis posé donc la question, je vous l'ai dit, est-ce qu'on enseigne différemment dans ces écoles? Alors, on va regarder la première école, l'école A, celle de Villiers-le-Bel. Pues vamos a... El propósito de la encuesta es saber si se enseña de manera diferente en cada escuela. Y vamos pues a estudiar en una primera parte la escuela A, que es la de Villiers-le-Bel. Bien, alors, c'est... Le cours, si l'on peut parler du cours, c'est déroulé. Je ne vais pas vous donner, j'ai fait une observation de classe, mais je ne vais pas vous donner le détail. Mais c'était quelque chose d'assez difficile à regarder parce que les élèves étaient là et on avait vraiment l'impression qu'ils n'étaient pas là. C'est-à-dire que il y a eu d'abord un cours de mathématiques, ensuite un cours d'expression écrite. En mathématiques, bon, ça s'est à peu près bien passé, ils ont respecté à peu près la discipline. En revanche, dans le cours d'expression écrite, c'était vraiment très très difficile. Les enfants circulaient sans cesse dans la classe.